Bonjour à tous, les pyramides d'Égypte, le barrage d'Assouan et la source du Nil au cœur des montagnes d'Éthiopie. Aujourd'hui, je vous emmène pour remonter le deuxième plus long fleuve du monde, le Nil. Il fait plus de 6800 km entre la Méditerranée et le lac Tana en Éthiopie. Vu la distance, je me suis dit pourquoi pas un avion de chasse. Allez, rendez-vous en Eurofighter sur l'aéroport d'Alexandrie en Égypte. Ceci dit, même à Mach 2, il faut plus de 3 heures pour remonter le Nil vu la distance. L'autre problème de prendre un avion de chasse, c'est que pour voir les endroits intéressants, c'est... Oula, regardez, vous avez vu le phare d'Alexandrie? Non, bah en fait moi non plus, parce que c'est un petit peu trop rapide. Bon allez, retour sur l'aéroport d'Alexandrie, mais cette fois avec un confortable bimoteur de tourisme. J'ai pris un Diamond Aircraft DA62, le SUV de l'air d'après son constructeur autrichien. Voici donc la ville d'Alexandrie. Alexandra, Alexandrie. Merci Clo-Clo pour cet intermède musical. Bref, l'Égypte a une histoire qui remonte à 3500 avant Jésus-Christ, mais Alexandrie est une ville nouvelle puisqu'elle a été créée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Et comme ce cher Alexandre avait une haute estime de lui-même, il a baptisé cette nouvelle ville Alexandrie, la ville d'Alexandre, en toute simplicité. Merci Clo-Clo, là je crois qu'on a compris. À cette époque, la côte était déserte à part quelques villages de pêcheurs. En effet, la civilisation égyptienne a toujours été tournée vers le fleuve, vers le Nil, mais jamais vers la mer, considérée comme un lieu dangereux, synonyme de désordre et de chaos. Et puis en plus, il faut dire qu'en 3500 avant Jésus-Christ, quand les pharaons ont commencé à régner, le tour de la Méditerranée n'était pas peuplé de tribus bien civilisées. Bref, il a fallu attendre moins 330 pour que l'Égypte s'intéresse à la mer grâce à ce cher Alexandre, sa connaissance des Grecs, des Romains et des autres pays méditerranéens. À Alexandrie, il y avait une des 7 merveilles du monde, le phare d'Alexandrie. Aujourd'hui, il ne reste que son emplacement, qu'on voit ici sous l'aile, et sur lequel a été construit un fort au XVe siècle. Ce petit îlot s'appelait îlot de Pharos, d'où le nom de phare qui est aujourd'hui le nom générique pour toutes ces tours de signalisation maritime. Le phare d'Alexandrie a été construit en moins 300 et a fonctionné en continu pendant plus de 17 siècles, un record, avant d'être détruit par un tremblement de terre en 1303. C'était une tour géante de 120 mètres de haut. Cette gravure donne une idée de ce qu'il était. Au-delà d'Alexandrie, on voit une immense étendue verdoyante. C'est le delta du Nil. Le Nil se sépare en 7 branches, 150 km plus au sud, formant cet immense triangle cultivé de 24 000 km², soit à peu près la surface de la Bretagne. Le bras principal est celui d'Alexandrie, on va le suivre vers le sud. Voici le bout du delta du Nil avec la ville du Caire, la capitale de l'Égypte. À partir d'ici, le Nil devient une coulée verte au milieu du désert. Toute la civilisation s'est développée le long de cette bande fluviale. Le Caire, c'est aussi bien sûr le lieu des pyramides et leurs 20 siècles d'histoire qui nous contemplent, n'est-ce pas Napoléon? Pour les voir, il faut aller un peu vers l'ouest, à l'endroit où la ville du Caire disparaît au profit du désert. Voici devant nous le plateau de Gizeh et ses 3 pyramides gardées par le Sphinx. La plus grande à gauche, c'est la pyramide de Khéops, qui culmine à 146 mètres sur une base de 5 hectares. Elle a été construite vers 2500 avant Jésus-Christ. Contrairement à ce qu'on croit, l'esclavage n'existait pas du temps des pharaons, et ces pyramides ont été construites par des ouvriers qui étaient plutôt bien payés pour leur époque, et fiers de construire de tels monuments, un peu comme les constructeurs de cathédrales au Moyen-Âge en France. Elle a été construite relativement rapidement, en 23 ans seulement. La deuxième en taille, c'est la pyramide de Képhren, qui est au milieu, et la troisième, la plus petite, c'est celle de Mykérinos. Si on utilisait les blocs de ces 3 pyramides, on pourrait construire un mur de 3 mètres de haut qui fait tout le tour de la France. Petit passage au-dessus du Sphinx qui fait petit et enterré vue d'avion, mais c'est une statue géante qui a été taillée dans la masse d'un bloc de calcaire. Il sert de gardien au plateau de Gizeh, gare à qui s'approche sans respecter la sacralité de ce lieu, n'est-ce pas Obélix? Reprenons maintenant le cap vers le sud. 25 km plus loin se trouve l'antique ville de Memphis. De cette ancienne capitale égyptienne, abandonnée et détruite il y a 2000 ans, restent 3 pyramides qu'on voit ici au loin. La première toute seule, c'est la pyramide de Saqqara, la première grande pyramide construite par un pharaon, en l'occurrence le pharaon Djéser et son architecte Imhotep. Elle date de 2670 avant Jésus-Christ, soit presque 200 ans avant la pyramide de Khéops. Aujourd'hui, il reste au pied de cette pyramide une grande enceinte sacrée de 15 hectares avec plusieurs chapelles, une porte monumentale, une colonnade, et comme on le voit bien sur ces images, cette pyramide a été construite en degrés avec 6 étages encore visibles aujourd'hui. Dans la religion de l'époque, c'était un escalier géant permettant à l'âme du pharaon, le Ka en égyptien,
de rejoindre des dieux et se régénérer avant de revenir sur Terre. Un peu plus loin, les 2 pyramides qu'on voit maintenant ont été construites par le pharaon Snéfrou vers 2600 avant Jésus-Christ. La première s'appelle la pyramide rouge, la deuxième, avec ses faces à double pente, est communément appelée la pyramide rhomboïdale. La forme curieuse de cette pyramide vient de l'importance du chiffre 2 pour le pharaon Snéfrou. 2 entrées, 2 couloirs menant à 2 chambres, 2 pentes pour les faces de sa pyramide et 2 pyramides. Le nom de l'autre pyramide, pyramide rouge, vient du fait que les pierres décoratives en calcaire blanc ont été démontées à travers les siècles et laissent apparentes les pierres de construction naturellement rougeâtres. On voit encore ici le Nil qui dessine cette large ligne verte à travers le désert. Ce sont les terres fertiles grâce à l'eau et au limon du fleuve. De chaque côté, on voit bien le désert qui s'étale sur des centaines voire des milliers de kilomètres. On va maintenant faire un bond de 500 km vers le sud pour atteindre Luxor, Karnak et la vallée des rois. Voilà, on arrive ici sur la vallée des rois, mais le problème c'est que comme son nom l'indique, c'est une vallée. Mais oui, la vallée des rois, c'est une vallée, sur laquelle donnent de multiples tombeaux de pharaons, pas forcément extraordinaires à voir vu du ciel, il faudrait vraiment être sous terre pour voir la richesse de ce lieu. Mais c'est l'endroit qui a révélé le plus de merveilles sur l'histoire des pharaons, puisque depuis 1500 avant Jésus-Christ, à peu près tous les pharaons, leurs femmes et enfants ont été enterrés ici. Le plus connu, c'est évidemment Toutankhamon, dont la tombe intacte a été découverte en 1922 par l'anglais Howard Carter. La chance des archéologues, c'est que ce pharaon est mort jeune et de manière imprévue, à 19 ans. Du coup, il a été enterré dans une tombe qui n'était pas prévue pour lui et pas finie, et du coup, elle a été rapidement oubliée et ensevelie par la construction des nouvelles tombes pour les autres membres de la famille. On revient maintenant vers le Nil, et en face de la vallée des rois, de l'autre côté du Nil, on a la ville de Luxor et son immense temple de Karnak. Manque de chance, rien n'est représenté sur le simulateur, on voit juste quelques bâtiments carrés qui n'ont évidemment rien à voir avec le temple tel qu'il est aujourd'hui, avec par exemple la grande allée de Sphinx qui défile actuellement sous l'aile droite de l'avion, ou encore le temple lui-même qu'on survole là et qui a des colonnades magnifiques. Juste au sud de Karnak se trouve la ville de Luxor, avec un petit temple, pas non plus visible sur le simulateur, mais très connu pour ses 2 obélisques, dont un a été emprunté en 1830 pour décorer la place de la Concorde à Paris. Et résultat ici, il ne leur reste plus qu'un devant l'entrée de ce temple de Luxor. Allez, encore un petit saut de 200 km vers le sud, voici la ville d'Assouan et son célèbre barrage, un des plus gros du monde. Il a été construit entre 1960 et 1970 avec pour but de créer une réserve d'eau permettant de réguler le débit du Nil et de produire 1/8 de l'électricité égyptienne. Le côté négatif a été de retenir le limon venant des hauts plateaux fertiles et donc de ne plus enrichir les sols dans les zones naturellement inondées de la vallée du Nil entre ici et la Méditerranée. Entre l'électricité ou la culture, il est difficile de choisir. Comme vous pouvez le voir, le barrage est en 2 niveaux. On vient de passer l'ancien barrage vers le bas et maintenant devant nous le barrage principal, c'est le plus imposant avec ses presque 4 km de long et 111 mètres de haut. La réserve d'eau ainsi créée devant nous, c'est le lac Nasser, long de plus de 500 km. En descendant le long de ce lac, on trouve un peu plus loin la ville d'Abou Simbel qui est connue pour son temple sauvé des eaux. Comme le lac Nasser a recouvert ici un double temple construit par Ramsès II en 1270 avant Jésus-Christ. Pour le sauver de la montée, il a été entièrement démonté pierre à pierre dans les années 60 et remonté plus haut, accolé à une fausse colline. Il est ici sous l'aile droite de l'avion. Allez, encore un saut de 900 km vers le sud. Nous avons quitté l'Égypte et nous voici maintenant au Soudan, le 3e plus grand pays d'Afrique, mais malheureusement aussi un des plus pauvres pays. Devant nous, Khartoum, la capitale, une agglomération de 4 millions d'habitants. Au loin, on voit que le Nil se sépare ici en 2. À droite, le Nil blanc qui continue tout droit, et à gauche, le Nil bleu. Le Nil blanc prend sa source au lac Victoria entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Le Nil bleu, lui, par contre, prend sa source au lac Tana dans les hauts plateaux d'Éthiopie. 90% de l'eau du Nil provient du Nil bleu à gauche de l'Éthiopie. La particularité est que cette quantité d'eau est déversée pendant une courte période l'été, pendant que les hauts plateaux éthiopiens sont noyés sous la pluie. C'est ce phénomène qui crée les fameuses inondations du Nil qui enrichissent l'Égypte depuis plus de 5000 ans. On va donc remonter le bras principal à gauche vers les sources du Nil côté éthiopien. Allez hop, un petit saut de puce de plus, 600 km plus au sud, nous voici à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Le désert ici fait soudain place à des montagnes qu'on voit au fond.
La grande forme blanche là qu'on voit sous l'avion, c'est un immense barrage en construction, le barrage de la Renaissance. Le chantier a été entamé en 2013 et il est encore en cours aujourd'hui. À terme, il devrait générer plus de 5 gigawatts d'électricité, c'est à peu près 2 fois le barrage d'Assouan ou 2 centrales nucléaires françaises. Ce barrage est source de tensions avec le Soudan et l'Égypte puisqu'il aura une influence directe sur le débit du Nil. Ces pays discutent régulièrement pour se mettre d'accord sur un volume d'eau garanti par l'Éthiopie, mais ça va ralentir d'autant le remplissage de son propre barrage. On parle ici d'une dizaine d'années, une fois le barrage fini, pour remplir son lac. Nous voici maintenant proches des sources du Nil. On a refait un saut de 500 km à travers les hauts plateaux d'Éthiopie et on arrive dans la région du lac Tana qu'on voit bien au loin à droite. Ça y est, on y est presque. Le cours du Nil ici a fait un immense demi-cercle vers l'est, puis maintenant vers le nord, d'où le cap de notre avion qui n'est plus du tout vers le sud. Tiens, vous regardez des girafes en bas à droite et en plus elles bougent. Décidément, ce simulateur révèle parfois des drôles de surprises. Bon, ça y est, le lac Tana et les sources du Nil, le voilà. Le lac Tana est alimenté par une multitude de petites rivières, si bien qu'il n'y a pas d'autres sources officielles plus en amont. Le Nil commence bien ici, dans ces marais qui bordent le lac. La ville d'à côté, c'est Bahir Dar, une ville d'environ 200 000 habitants. Cette ville est en développement en particulier grâce au tourisme du nord de l'Éthiopie et par son titre de ville de la source du Nil bleu. Elle est aussi réputée pour ses larges avenues bordées de palmiers et décorées de magnifiques fleurs. On voit sur ces images qu'il y a aussi un immense stade à Bahir Dar pouvant accueillir 60 000 spectateurs et c'est le plus grand stade d'Éthiopie. Voilà, après ces 6800 km, il est temps d'aller atterrir à l'aéroport de Bahir Dar en faisant attention à l'aérologie puisque la ville est ici à 1820 mètres d'altitude. Il me reste à vous remercier d'avoir fait ce vol ensemble pour découvrir plus de 5000 ans de civilisation entre la Méditerranée et le lac Tana. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire et à renvoyer ces vidéos vers vos amis qui pourraient être intéressés par tous ces voyages et bien sûr à vous abonner. Et surtout à très bientôt sur Pascal Airlines.